Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. 19h20, suite de notre édition spéciale, et ce soir le débat du Club des idées est évidemment consacré à l'état de la menace après cette nouvelle attaque qui a frappé la France à Nice. C'est la France qui est attaquée, a d'ailleurs dénoncé le président de la République qui s'est rendu sur place et qui a immédiatement annoncé un renforcement de taille du dispositif Sentinelle. Les militaires qui patrouillent dans les rues passeront dans les prochaines heures, a-t-il dit, de 3000 à 7000. L'assaillant a fait 3 morts dans la basilique Notre-Dame de Nice et ses alentours. Alors faut-il craindre une résurgence de ces attaques avec cette menace qu'on qualifie toujours d'endogène, et comment peut-on s'en prémunir en France mais aussi à l'étranger? On va en parler ce soir contre des intérêts français. Nos invités justement pour en parler: Jean-Charles Brizard, bonsoir. Bonsoir. Président du Centre d'analyse du terrorisme. Driss Aïs Youssef, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit public et spécialiste de sécurité globale. Et Léo Moreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, d'abord ces quelques mots du chef de l'État. Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres, pour notre goût de la liberté, pour cette possibilité sur notre sol de croire librement. J'ai décidé que nos militaires seront dans les prochaines heures davantage mobilisés, et nous passerons la mobilisation dans le cadre de l'opération Sentinelle de 3000 à 7000 militaires sur notre sol. Nous nous mettrons ainsi en situation de protéger tous les lieux de culte, en particulier bien évidemment les églises, pour que la Toussaint puisse se dérouler dans les conditions qui sont dues. Voilà, 7000 militaires qui vont demain protéger les écoles et les lieux de culte notamment. Est-ce que ça peut avoir un effet dissuasif, Jean-Charles Brizard, une mesure comme celle-ci ? Non, mais elle répond, si vous voulez, à une situation donnée aujourd'hui. Effectivement, c'est une réaction. Elle ne sera pas pérenne, cette mesure, c'est évident. Mais il est clair que, par exemple, l'attentat qui a eu lieu ce matin à Nice correspond en tout point à ce qui était, aux appels en tout cas, lancés par des organisations terroristes, en tout cas des organes de propagande proches notamment d'Al-Qaïda. C'est vrai que vous alertiez, Jean-Charles Brizard, ici même, il y a quelques semaines, sur le niveau de la menace qui était, disiez-vous, maximale. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont, selon vous, accéléré ces passages à l'acte ? Oui, alors c'est vrai que la menace n'a jamais été aussi élevée depuis 2015 dans notre pays. Je l'avais dit et je le redis, ça fait quelques semaines maintenant qu'on a vu à la fois se multiplier les menaces et surtout se massifier, se densifier les menaces, jusqu'à encore il y a quelques jours. Alors c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est extrêmement difficile à gérer, si vous voulez, parce que non seulement les menaces sont générales, elles peuvent être également particulières. Elles sont également relayées par un certain nombre d'acteurs de la mouvance islamiste radicale endogène qui désignent des cibles. On l'a vu notamment par rapport à l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Donc on est dans cette situation où la menace est protéiforme. Elle est le fait d'acteurs qui sont bien souvent, dans de nombreux cas en tout cas, enfin, même pas majoritairement, pour tous les acteurs des 6 derniers actes terroristes étaient inconnus des services de renseignement. Donc c'est une menace qui est insaisissable, en quelque sorte, et qui est imprévisible. Oui. Mais avec une double menace, une menace extérieure. Dans le cas d'espèce, l'identité du jeune homme et de l'assaillant se confirme. C'est un migrant qui est arrivé visiblement par l'Italie il y a peu de temps. Il y a une menace extérieure, effectivement, qui est le fait, la plupart du temps, d'organisations terroristes qui, comme en 2015, projettent des attentats sur notre sol. Aujourd'hui, elles n'en ont plus la capacité. En tout cas, l'État islamique est très affaibli. Alors, cette menace externe, elle est portée par des individus qui peuvent être membres, ou pas d'ailleurs, d'organisations terroristes. On en a eu plusieurs exemples, notamment au début de l'année, dans d'autres pays européens, avec des acteurs externes qui venaient en Europe précisément dans l'intention de frapper, qui pouvaient être eux-mêmes en relation avec des individus membres d'organisations terroristes à l'étranger. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. On est typiquement aujourd'hui dans une menace qui est endogène. Oui, et on parlera aussi du contexte international qui peut jouer pour les semaines à venir, lié à la multiplication des caricatures du prophète et au discours très fort d'Emmanuel Macron suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty. Même question, Driss Aïs Youssef, double menace. L'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière disait tout à l'heure que cette menace, elle remonte au mois de février et que certains groupes, d'ailleurs, comme l'État islamique, ont verbalisé l'idée de profiter du Covid pour taper nos démocraties. Et il disait, il y a une forme de compétition maintenant entre les groupes terroristes qui se livrent une bataille pour savoir qui tapera le plus fort la France.
Alors, est-ce que c'est celui qui tapera le plus fort la France, où il y a une concurrence entre ces deux organisations terroristes, que ce soit dans la bande sahélo-saharienne en Afrique ou alors en Afghanistan? Ça, c'est certain. On commence effectivement à avoir, y compris dans la bande sahélo-saharienne, des conjonctions, c'est-à-dire des regroupements. Mais après, sur le territoire français, je suis pas capable de vous dire s'il y a une concurrence entre les deux organisations. J'ai pas le sentiment qu'il y a une bonne coordination. Mais est-ce qu'il y a une fatwa qui a été lancée contre la France? Il y a toujours une fatwa lancée contre la France. Je vous rappelle que la France est présente dans un certain nombre de théâtre d'opérations terroristes extérieures où elle contribue à la fois avec du renseignement et puis elle contribue à appuyer un certain nombre d'organisations militaires. Elle est dans la bande sahélo-saharienne où elle combat le terrorisme aux côtés d'un certain nombre d'États, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, et donc elle constitue par conséquent une menace. Elle est aujourd'hui pointée du doigt encore plus avec effectivement cette liberté d'expression qui est mal comprise et qui est instrumentalisée par un certain nombre d'individus, dont le président turc, on en parlera un peu plus tard, et qui fait qu'effectivement notre pays aujourd'hui est exposé. Voilà. Donc notre pays aujourd'hui est particulièrement exposé. Vous restez avec nous dans quelques secondes. On entendra la réaction de Léo Moreau, membre du bureau du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. 19h27, à tout de suite. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. 19h30, on est toujours en édition spéciale dans le débat du Club des idées consacré à l'état de la menace après cette nouvelle attaque qui a frappé la France, qui a frappé Nice, avec 3 morts dans la basilique Notre-Dame de Nice. Et on en parle donc avec nos invités. Léo Moreau, notamment membre du bureau du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Léo Moreau, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a transmis, je crois, une note aux forces de l'ordre il y a quelques jours concernant la menace extrême qui pesait en termes de terrorisme. D'abord, est-ce que vous le confirmez ? Oui, je vous le confirme. Ça a été un message du ministre, décliné ensuite par un télégramme du directeur général de la police nationale à l'ensemble des services pour rappeler à la vigilance dans ce contexte de menaces qu'on évoquait tout à l'heure, à la fois du fait des menaces de l'agence Tabat, qui est considérée comme proche d'Al-Qaïda, contre la France, et puis de la menace endogène, comme on l'a vu lors de l'attaque de ce matin. Dans quel état d'esprit sont les forces de l'ordre face à cette menace, dans un contexte déjà très compliqué? Le contexte, comme vous le dites, est compliqué. D'ailleurs, moi, j'ai une pensée à la fois pour les victimes de l'attaque de ce matin à Nice et puis pour nos collègues de la police judiciaire, de la sous-direction antiterroriste et de la sécurité intérieure qui sont en charge de cette enquête. C'est vrai que ça arrive dans une période où on est déjà extrêmement mobilisé par rapport à la situation d'urgence sanitaire et où tous les jours, je pense qu'il faut se mettre à la place de nos collègues qui sont à la fois très engagés, mais qui sur le terrain, notamment les équipages de police secours, se retrouvent confrontés à des gens qui régulièrement crient Allahu Akbar, se précipitent vers eux, sans qu'ils sachent s'ils ont affaire finalement à un terroriste, à un déséquilibré. Donc c'est une situation qui est évidemment extrêmement compliquée pour nos collègues. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires ce soir sur le parcours, le niveau d'endoctrinement de l'assaillant ? Il ne faut pas évidemment trop s'avancer par rapport à l'enquête qui est en cours. Pour autant, c'est un individu a priori tunisien qui est arrivé très récemment sur le territoire français en passant par l'Italie. Donc ça pose aussi la question du contrôle des flux migratoires illégaux, notamment par rapport au travail collaboratif qu'on peut avoir avec nos partenaires européens pour repérer ce type d'individus en amont. Pour autant, il y a un travail évidemment qui est fait dans chaque département, à la fois par les services du renseignement territorial et de la DGSI pour essayer de les détecter. La difficulté étant que les cibles sont multiples. On a vu une église, on a vu que les policiers étaient devenus des cibles également, les établissements d'enseignement. Donc c'est cette multiplicité de menaces qui est extrêmement compliquée. Ça veut dire que il est arrivé sur le territoire national il y a très peu de temps, vraisemblablement en tant qu'illégal, qu'individu est dans l'illégalité. Ça veut dire qu'il n'était pas repérable évidemment par les services de renseignement. Il y a un certain nombre d'individus qui ne sont pas forcément en situation régulière, qui peuvent être dans le radar des services de renseignement. C'était a priori, pour autant qu'on le sache à ce stade, pas le cas de l'auteur de l'attaque de ce matin. C'est ce qui rend difficile ce terrorisme low cost. Vous prenez un couteau, vous décidez d'aller vous attaquer à une église, à une patrouille de police. On n'est plus exactement sur le même schéma que les attaques qu'on a pu connaître par le passé. C'est ce qui rend extrêmement difficile pour nos collègues des services de renseignement d'opérer cette détection justement en amont. On y arrive dans un certain nombre de cas parce qu'il y a des attaques qui sont empêchées. On l'a vu encore dernièrement. Mais malheureusement, un individu qui effectivement arrive, qui est en situation irrégulière sur le territoire et qui va passer à l'acte dans ce contexte aussi d'imitation, parce qu'on a eu plusieurs attaques ces derniers jours, que ce soit Samuel Paty, précédemment près de Charlie Hebdo, des anciens locaux. Donc il y a aussi une notion de mimétisme. Alors je voudrais qu'on parle de la réplique et de la réponse qu'on peut apporter. C'est vrai que le débat monte sur la question migratoire aujourd'hui parce que l'individu venait vraisemblablement de l'étranger en situation irrégulière, et puis aussi sur
sur l'arsenal aujourd'hui judiciaire et sécuritaire dont nous disposons aujourd'hui en France. Écoutez d'abord à ce propos le maire de Nice qui était très affecté évidemment aujourd'hui, Monsieur Estrosi. Je dois dire que Nice, comme la France et peut-être plus que d'autres lieux de France, aujourd'hui est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd en étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. Trop, c'est trop. Et il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire. Bien, les lois de la paix, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais on imagine que ça veut dire des lois d'exception. D'abord peut-être, Jean-Charles Brizard, est-ce que l'arsenal aujourd'hui, indépendamment de la question migratoire, c'est un autre sujet peut-être, oui. Mais sur l'arsenal judiciaire et sur l'arsenal sécuritaire dont on dispose aujourd'hui, qui est quand même relativement costaud en France, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on pourrait faire plus ? Non, mais le problème, ce ne sont pas les outils. Les outils existent pour certains depuis longtemps. Et ils sont adaptés. Pour l'essentiel, ils nous permettent de déjouer depuis 2017 32 attentats. C'est énorme. Le travail qui est fait par les services de renseignement est colossal. D'accord ? Mais je pense qu'en revanche, effectivement, c'est l'évolution, si vous voulez, du terrorisme auquel on est confronté aujourd'hui, qui doit nous pousser à quoi ? À un changement véritable de paradigme. C'est-à-dire que on n'est plus face à des attaques effectivement projetées, ça a été dit. On n'est plus face à des attaques qui sont téléguidées de l'étranger. C'est-à-dire qu'on est face à des individus qui n'ont aucun lien, même virtuel, avec des organisations terroristes ou avec d'autres individus terroristes. Ça veut dire que c'est une menace, je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, c'est la réalité, elle est imprévisible aujourd'hui pour le service, je ne suis pas le seul à le dire, le ministre de l'Intérieur dit la même chose, dit effectivement, la lutte, ça montre bien que la lutte contre le terrorisme, contre la radicalisation, elle dépasse finalement l'action pour lutter contre ça alors ? C'est ce que je dis depuis longtemps aussi avec Christian Estrosi, que je connais bien, et on discute de ces sujets très fréquemment. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut élargir les acteurs concernés, impliqués dans cette détection. Les services de renseignement, encore une fois, ne peuvent pas tout. Donc ça veut dire les services sociaux, les maires, d'autres services de l'État, mais surtout des acteurs locaux. Les maires, bien sûr, qui sont au contact de ces individus, parce que le risque est local, on le voit. Attentat à Nice, attentat à Conflans-Sainte-Honorine, etc. Le risque est local, et il est partout en France. Donc il faut multiplier les coopérations. En tout cas, il faut impliquer davantage les maires dans la détection de la radicalisation. Bien, une des réponses. Votre réponse, Driss Saïd Youssef, sur ce même sujet. Oui, moi je partage ce qui vient d'être dit. Je prolonge, c'est-à-dire que vous avez en 2015, vous avez eu des groupes qui étaient projetés, qui étaient entraînés, qui étaient organisés, qui étaient financés et avec de l'armement extrêmement lourd, c'est-à-dire des explosifs et des armes de guerre. Et on a, 5 ans après, on a plutôt, quand on dit des attentats locaux, c'est-à-dire avec des couteaux. C'est aussi parce que vous avez une législation antiterroriste, une coordination au niveau européen, une coordination au niveau international, qui globalement fonctionne bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filières, notamment d'approvisionnement d'armement, elles sont extrêmement surveillées, elles sont démantelées. Vous avez Tracfin aujourd'hui qui a quand même démantelé, parce qu'il ne faut pas l'oublier, qui a quand même démantelé des réseaux de financement de terrorisme, et on s'aperçoit que tout ce qui a été construit aujourd'hui, mais en le disant, c'est-à-dire que c'est aussi une réalité, tout ce qui a été construit, c'est-à-dire quand vous prenez la DGSI, et qui est une très bonne organisation qui travaille, qui font de l'excellent boulot, face à un individu qui n'est connu de personne, eh ben c'est extrêmement compliqué pour un service de renseignement de déjouer un attentat. Donc la réalité, elle est là, c'est le mouvement, à un moment donné, du terrorisme, le nouveau terrorisme aujourd'hui, et avec cette particularité, c'est-à-dire que aucun attentat ne se ressemble. Bien, on continue à parler de la réponse dans quelques secondes, juste après la pause, et puis on parlera également du contexte international qui suscite aussi une forte inquiétude vis-à-vis des intérêts français. À tout de suite. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. 19h39, on est toujours ensemble en édition spéciale dans le débat du Club des idées consacré ce soir à l'état de la menace après cette nouvelle attaque qui a frappé Nice. C'est la France qui est attaquée, a dénoncé le président de la République. Il y a eu 3 morts. On en parle dans un instant avec nos invités. On continue d'en parler. D'abord, un point sur les annonces de Jean Castex. C'est l'autre information importante de la soirée. Les contours de ce reconfinement qui nous attend pour 4 semaines au moins à partir de cette nuit. Adrien Beck, vous suivez les événements pour nous et vous avez de nouveaux éléments. Oui, avec un sujet qui revient beaucoup. Jean Castex est en ce moment même en train de répondre aux questions de la presse. Un sujet qui revient beaucoup, c'est celle des attestations. Et le Premier ministre vient de préciser à l'instant qu'il faudra bien une attestation, y compris par exemple pour les enfants qui se rendent seuls à l'école, parce qu'il y en a. Ensuite, Jean Castex a également précisé les règles précisément sur ces écoles, avec
avec la volonté de limiter au maximum la circulation des élèves. Par exemple, dans les lycées, eh bien, ce sera une salle par classe, des récréations organisées par groupe, ça c'est valable pour tout le monde. Le masque obligatoire évidemment dès 6 ans, la restauration scolaire qui reste possible, et puis quant au supérieur, eh bien les universités fermées. Et alors, on peut aussi dire que Jean-Michel Blanquer a eu une phrase peut-être un petit peu énigmatique, puisqu'il a dit « Nous avons le devoir de laisser nos écoles ouvertes tant que nous le pourrons ». Jean Castex est en ce moment même d'ailleurs interrogé pour savoir si dans 15 jours, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, cette ouverture des écoles pourrait ou non être revue. Bien, merci Adrien, vous restez évidemment en direct avec nous et on va garder un œil et une oreille sur ces annonces de Jean Castex et ce détail. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des informations importantes qui méritent d'être données à nos auditeurs et à nos auditrices. On reprend donc notre édition spéciale avec le débat du Club des idées consacré, je le disais, à cette attaque survenue à Nice, 3 morts, et à l'état de la menace avec nos invités. Alors Léo Moreau est notamment avec nous, membre du bureau du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Avant de poursuivre, je voudrais votre point de vue sur ce qui a été dit juste avant la pause. La réplique et l'arsenal judiciaire et sécuritaire en France est-il aujourd'hui suffisant? Certains dans l'opposition, notamment politique au gouvernement, disent il faut aller plus loin. Mais c'est vrai que ce qui frappe, c'est que à l'heure actuelle, on sait que plus de 200 personnalités fichaises vont déjà être expulsées. On sait qu'il y a un certain nombre de mosquées, d'imams qui ont été fermés ou renvoyés dans leur pays ou interdits d'exercer. Mais certains disent il faut aller plus loin. Quel est votre point de vue sur le sujet? Est-ce qu'on en fait assez ou est-ce qu'il faut revoir notre arsenal judiciaire et sécuritaire? Je crois que, comme le disait Jean-Charles Brizard tout à l'heure, l'arsenal judiciaire et réglementaire il est déjà conséquent. Encore faudrait-il pouvoir l'appliquer intégralement, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Après, il y a un effort aussi à mener au niveau des services de renseignement, de renforcement en termes d'effectifs, en termes de moyens. On se souvient qu'en 2008, on a supprimé les renseignements généraux qui constituaient des capteurs aussi de signaux faibles sur le terrain, et que même si le service du renseignement territorial... C'est un beaucoup, ça. Parce que c'est très important, et nos collègues nous le disent, on a perdu une mémoire dans les départements, on a perdu des moyens de détection en amont justement des processus de radicalisation en cours, et tout ça ne se reconstruit pas du jour au lendemain, même s'il y a un effort qui est fait dans ce domaine-là. Donc il faut continuer, et puis il faut aussi, on le dit régulièrement, simplifier la procédure pénale, l'alléger dans une certaine mesure pour que les enquêteurs puissent se concentrer sur le cœur de leur métier. Voilà, et on a déjà annoncé, j'ai retrouvé mes chiffres, l'expulsion de plus de 200 individus radicalisés. Il y a ce projet de loi contre le séparatisme annoncé par le chef de l'État, 12 lieux de radicalisation fermés en septembre, 73 lieux en 2020, 250 structures depuis 2018. Là encore, Jean-Charles Brizard, on voit difficilement comment on peut en faire plus. Bien sûr, et puis encore une fois, on a non seulement doté les services de renseignement, renforcé les capacités humaines des services, capacités également techniques. Les individus dont on parle, les 20 000 qui figurent au fichier des individus signalés pour radicalisation à caractère terroriste, parmi lesquels 8 000 font l'objet d'un suivi des services, c'est-à-dire concrètement, un suivi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une veille, bien sûr, de la part des services qui, surveillent leur communication téléphonique, électronique. Ça, on va pas rentrer nécessairement dans le détail, mais voilà. Encore une fois, ça ne suffit pas. Je veux dire par là que le spectre sur lequel on travaille n'est pas suffisamment large. C'est ça la difficulté. Mais c'est le terrain qui fera la différence. Les alertes de terrain. Bien sûr, parce que les 6 derniers actes terroristes en France ont été perpétrés par des individus inconnus des services de renseignement. Parce que 60% des individus qui ont frappé en France depuis Mohamed Merah étaient inconnus des services de renseignement. C'est la raison pour laquelle il faut absolument élargir, trouver de nouveaux capteurs. Et les maires sont effectivement les mieux placés. Pourquoi? Parce qu'ils ont à leur disposition des capteurs que les services de renseignement n'ont pas. Capteurs sociaux, éducatifs, sanitaires, associatifs, que sais-je encore. Voilà. Et d'autre part, il faut lever aussi un certain nombre de verrous juridiques en France. Sur des technologies qui devraient servir, qui doivent et qui servent, quand elles sont utilisées à l'étranger, servir la lutte contre le terrorisme. Je parle notamment de la reconnaissance faciale. On a un organisme en France qui s'appelle la CNIL, qui date de 1978. Il est temps de dépoussiérer tout ça. Il est temps que la France, que les services, je parle des services de renseignement, qui n'ont pas accès à cette technologie, puissent l'utiliser. La rétention administrative des radicalisés les plus dangereux, c'est impossible, dit par exemple l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel dans une grande interview publiée aujourd'hui au journal Le Figaro. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est vrai qu'il y a eu un avis du Conseil d'État, me semble-t il, Conseil constitutionnel, peut-être même du Conseil d'État sur l'impossibilité de mettre en œuvre cette rétention. L'une des solutions, pouvoir la première décision à prendre par rapport maintenir en détention les éléments les plus c'est d'abord dangereux, d'expulser les étrangers qui figurent sur ce fichier et qui n'ont rien à faire
sur le territoire national. C'est ce Et qu'a ça, c'est annoncé le très ministre simple, de c'est une l'Intérieur. décision ministérielle. C'est ce qu'a annoncé le ministre de Oui, l'Intérieur. mais voilà, mais ça c'est Oui. le plus urgent, le plus facile à faire, je dirais, en termes de réglementation. Driss Aït Youssef. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement le renforcement de l'arsenal, y compris des mesures qui étaient contenues auparavant dans la loi de 55, donc dans l'état d'urgence, qui est transposée dans le droit commun. Je pense notamment aux mesures de surveillance individuelle et d'assignation à résidence, enfin, de perquisition administrative, de visite domiciliaire. Donc c'est bien, c'est venu renforcer. Dans le même temps, vous avez également ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la censure du Conseil constitutionnel sur la surveillance judiciaire des détenus condamnés pour terrorisme. Les commentaires du Conseil constitutionnel sont assez clairs, ne dit pas non, mais dit la manière dont vous présentez les éléments ne nous permettent pas de valider cette loi. Pourquoi ? Il y a un élément qui est important, parmi tant d'autres, mais un élément que j'ai retenu à titre personnel, c'est celui effectivement de la présentation. Lorsque vous voulez renouveler la mesure de surveillance par une assignation en résidence, un bracelet électronique, il faut motiver votre demande. C'est le principe en police administrative. Il faut dire pourquoi vous voulez l'assigner. Et là, le législateur n'a pas prévu, au moment du renouvellement, n'a pas prévu d'exposer le motif. On a un vrai sujet de liberté, parce que si les services de renseignement disent pourquoi il faut l'assigner à résidence, l'individu peut peut-être comprendre qu'il fait l'objet d'une surveillance, et ça peut être compliqué pour la suite. Donc effectivement, le Conseil constitutionnel trace la voie, mais il faut effectivement que le législateur s'empare de ce dossier et s'entoure d'un luxe de précaution pour permettre en même temps aux services de renseignement de travailler. Bien, dernier point, le contexte international qui joue sur les intérêts de la France, menaces importantes sur le territoire national mais aussi à l'extérieur. On l'a encore vu ce matin en Arabie Saoudite, on en parlera juste après la pause. À tout de suite. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. 19h49, on est toujours en édition spéciale. Le débat du Club des idées consacré ce soir à cette attaque et à la menace après cet attentat qui a frappé la France et qui a frappé Nice, avec 3 morts dans la basilique Notre-Dame de Nice et ses alentours. On en parle donc ce soir avec nos invités. Et pour terminer, messieurs, je voudrais qu'on parle de ce qui se passe à l'international après la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo, après l'assassinat du professeur Samuel Paty et après le discours très offensif du président Emmanuel Macron. Léo Moreau, vous êtes membre du bureau du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Est-ce que vous craignez et est-ce que c'est le sens des notes que vous recevez de la part des services de renseignement, que ce contexte international puisse accentuer la menace terroriste ? Oui, je pense qu'il y a 2 types de menaces à craindre. À la fois les menaces contre les intérêts français à l'étranger, comme on a pu le voir ce matin avec l'attaque contre le consulat général de France à Jeddah en Arabie Saoudite. Et puis il y a les conflits et les tensions internationales qui se répercutent en France, et notamment au niveau d'un certain nombre de communautés. On l'a vu encore hier soir dans la région lyonnaise, à Dessines et en Isère à Vienne, avec des groupes assez importants de militants turcs qui cherchaient l'affrontement avec des Arméniens. Voilà, donc tout ça fait écho évidemment aux tensions de ces derniers jours, aux tensions qu'il peut y avoir aussi en ce moment au niveau diplomatique entre la France et la Turquie. Et tout ça se répercute encore une fois sur le terrain, et nos collègues se retrouvent à gérer des affrontements qui viennent se rajouter au contexte de crise sanitaire. Ça crée un contexte, Jean-Charles Brizard, ça veut dire que ça peut susciter des passages à l'acte d'une certaine manière ? Bien sûr. Le climat aujourd'hui, le climat de tension qui règne avec plusieurs pays arabes, plusieurs autres pays qui, bien sûr, manipulent les foules en déclenchant ces manifestations d'hostilité à l'égard de la France, puisqu'on voit bien que ces manifestations réunissent généralement très peu de personnes. En réalité, on est dans de la manipulation pure. Ce climat, bien sûr, nourrit évidemment les menaces qui sont diffusées par d'autres acteurs tels qu'Al-Qaïda et bien sûr incite, puisqu'il s'agit de cela en réalité, ces acteurs endogènes dont on parle et qui passent à l'acte sont incités à le faire, sont inspirés par cette propagande et parfois inspirés même, soit directement de l'étranger, soit de l'intérieur par ce que j'ai appelé la mouvance islamiste radicale. Ouais, ça veut dire, Driss Aït Youssef, vous êtes docteur en droit public, on peut craindre aussi des attaques terroristes contre des intérêts français à l'étranger, comme ça s'est passé ce matin en Arabie Saoudite devant le consulat ? Oui, et puis comme pour les humanitaires qui ont été assassinés au Niger, c'est aussi ça, les intérêts de la France, c'est aussi ceux qui nous représentent au quotidien. Donc la menace, effectivement, elle est présente et elle n'a pas vocation à s'atténuer. Maintenant, effectivement, il faut se préparer, voilà, et d'autant plus qu'effectivement, il faut bien avoir à l'esprit que vous avez des individus, par exemple, si je prends le président Erdogan,
qui va instrumentaliser quelquefois cette incompréhension qui peut être légitime de la part d'un certain nombre de nos compatriotes et qui va l'instrumentaliser à l'excès et pour ensuite en provoquer, pour ensuite en dégager des provocations. Et c'est ce qu'on appelle l'islam politique. L'islam politique, c'est ça. C'est l'intrusion de la religion dans la sphère politique à des fins, j'ai envie de dire, de conquête. Ouais, voilà, c'est aussi ça. Pour terminer notre échange et notre discussion, je voudrais partager avec vous un message d'espoir, celui de Monseigneur Philippe Marcet. Il est évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Paris et il tenait ce soir à nous délivrer un message. Le voici. Pour moi, c'est pas de la religion, ça. C'est de la religion. Elle, plus loin, à religion. C'est-à-dire que c'est de la non-religion. Ce qu'on a appelé dans l'histoire des hommes la guerre des religions, pour moi, ça a été quelque chose comme une guerre des ignorances, en tout cas aujourd'hui. Je pense que l'islam ignore beaucoup sa religion, ou son Dieu, et le christianisme ignore le sien. Et à force de vivre comme ça, l'un à côté de l'autre, soit en s'ignorant, soit en ignorant sa religion, ce qui s'additionne à l'autre, eh bien, on en vient à avoir des réactions aussi pulsionnelles, aussi brutales, aussi scandaleuses que celle-ci. L'islam, qui est en France, ne se reconnaît absolument pas dans cet intégrisme et dans ce fanatisme. Et donc, vous voyez, l'amalgame, ça risquerait de dire, eh ben voilà, c'est la guerre des religions, parce qu'il y a un espèce de fou qui est rentré dans une église et qui a tué 3 catholiques, et ben on va redéclencher la guerre des religions. Non. Il faut former nos consciences, former nos esprits, former notre vie de prière, pour que cette relation non instrumentalisée que chacun a le droit d'avoir avec Dieu, et qui s'appelle la prière, n'amène pas à de telles monstruosités. Voilà, message d'espoir pour terminer, Léo Morand. Je crois qu'effectivement, ça correspond aussi aux valeurs de la République, tout simplement, et celles pour lesquelles les policiers s'investissent et s'engagent au quotidien pour nous protéger. Et on l'a vu, que ce soit les policiers nationaux, municipaux, les services de secours. Je pense qu'il faut avoir une pensée aussi pour l'ensemble de ces acteurs qui sont engagés au quotidien pour la population. Et vous allez avoir du boulot là avec les attestations, parce que 3 attestations par personne. Toute la difficulté, c'est que ça vient s'ajouter au contexte de menaces qu'on évoquait. Bien, on va retrouver Adrien Beck. C'est pour ça que je vous posais la question avec un petit peu de malice. Adrien Beck qui suit pour nous les annonces de Jean Castex, le Premier ministre, et vous avez des derniers éléments à nous donner, Adrien. Oui, absolument, avec une petite information justement concernant les attestations. Sachez que si vous êtes en vacances et que vous rentrez de vacances ce week-end, eh bien, une simple attestation sur l'honneur suffira. Encore un élément sur la possibilité de faire ses courses en ligne. Ce sera possible, et en plus ensuite d'aller chercher dans les commerces concernés vos courses, donc que ce soit une librairie, un opticien ou enfin tout ce que vous voulez. Et enfin, concernant le télétravail, ce n'est plus une option, c'est ce qu'a répété ce soir la ministre du Travail. Bien, merci Adrien pour ces précisions et merci de nous avoir fait vivre en direct ces annonces de Jean Castex. Europe 1, Julien Bugier.